bonjour. Donc, j'introduis cet après-midi sur la question de l'économie et je trouve intéressant que la question de la culture essentielle soit posée du point de vue de l'économie. Et la façon dont je l'aborde, c'est à partir de la langue et du vocabulaire, de l'utilisation de la langue et du vocabulaire dans le monde culturel, dans le monde des politiques culturelles en général. Je pars d'un postulat, mais je ne suis pas le seul, d'un mot qu'on a attribué à Freud qui dit « qui lâche sur les mots, lâche sur les faits ». Et donc, à partir de là, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à la façon dont la langue de l'économie néolibérale a aujourd'hui infiltré le monde de la culture. L'important pour moi d'aborder ça de cette façon, c'est parce qu'on sait que l'effet de répétition de mots, d'un langage, de mots, a un effet sur la signification du réel. L'appropriation de ce langage finit par imposer à ceux qui l'utilisent une certaine signification du réel et par là avoir un effet sur les pratiques. L'utilisation permanente d'une langue a un effet de naturalisation sur le réel dont elle parle, c'est-à-dire de le rendre évident puisqu'on en parle comme ça. Je vais prendre un exemple au départ qui n'a pas à voir avec la culture, mais qui finalement permet de voir que les choses en découlent. Par exemple, on parle aujourd'hui d'État-providence et on ne parle pas ou plus d'État social. Parler d'État-providence et non pas d'État social, c'est une bascule qui rend l'État social proche d'une source providentielle, d'une sorte de corne d'abondance, alors que l'État social, c'est un État conçu à partir d'une conception sociale de la société et de rapports sociaux. C'est un premier exemple qui semble important parce que de là va découler une vision de l'ensemble des biens publics, des services publics et de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'usage de cette langue issue de l'économie, elle a comme conséquence d'amener le monde artistique et surtout les artistes et les acteurs culturels à perpétuellement avoir se justifier de coûter et donc d'amener des motifs d'efficience. Ce mot d'efficience lui-même aujourd'hui utilisé, y compris au ministère de la Culture et dans certaines collectivités territoriales. L'investissement dans la vie culturelle doit avoir comme conséquence une certaine efficience, car ça coûte. Et on voit même dans le monde culturel une tentation, depuis longtemps d'ailleurs, mais que l'on va augmenter, de se justifier. Cette culpabilisation amène à une forme de nécessité de se justifier. On l'entend très concrètement quand on dit que le monde culturel, il génère des emplois directs et induits. C'est-à-dire qu'il se justifie dans le monde économique par le monde des emplois, ou bien par les retombées économiques directes et indirectes, ou bien par une référence permanente à la fréquentation, et que l'on compare à des secteurs que l'on considère comme légitimes, comme par exemple les matchs de foot. Et on entend dire depuis longtemps, dans le spectacle vivant, il y a autant de spectateurs que dans les matchs de foot. C'est-à-dire qu'on assiste à un mécanisme qui fait que le monde culturel tente à chercher des justifications à sa propre existence hors de l'activité même qu'il mène, c'est-à-dire de l'activité artistique. La production artistique, la création et également le rapport artistique aux gens, populations et aux spectateurs. Et je pense que ce colloque est intéressant de ce point de vue-là, dans la mesure où l'évidence des mots va permettre, y compris pour le mot essentiel, de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un conflit autour de l'utilisation du mot.
Bon, j'y vais par petits bouts comme ça, vous sentez un peu ma façon d'y entrer, mais c'est parce que j'essaye de tout dire en peu de mots et c'est compliqué. Alors, je voulais commencer par un renversement fondateur. Un renversement fondateur dans la langue des politiques publiques, qui est le passage de l'utilisation du mot subvention à celui de financement. Depuis maintenant, on va dire une vingtaine d'années, le mot financement est devenu équivalent à celui de subvention. Le mot de subvention, il porte en lui, depuis son origine dans les politiques publiques, dans l'utilisation de dans l'origine de son utilisation dans les politiques publiques, il porte 3 missions. La première, c'est, je dirais, c'est pas un ordre d'importance. La première, c'est le devoir d'alimenter la vie artistique, c'est-à-dire de créer, de faire de la création, de produire de l'art. La deuxième, c'est d'élargir les publics, socialement, qualitativement et spatialement. Le troisième, c'est la subvention permet une forme d'indépendance relative, évidemment, à l'égard des attentes immédiates des publics, voire des politiques. C'était tout ça au fondement des subventions. Et enfin, bien entendu, on le sait, baisser le coût, c'est-à-dire ne pas imputer le coût total de la production sur le prix des places. Ces 4 fonctions, missions, dimensions de la subvention, elles disparaissent grosso modo dans l'utilisation de financement. Le financement, lui, il met l'accent sur le moyen financier, c'est un financement, et non sa finalité, ni ses missions, c'est-à-dire il l'aseptise de sa dimension d'intérêt général et de ses missions de service public. Et un autre mot apparaît aussi aujourd'hui. Il est apparu il y a un moment, mais disons que sa généralisation, on parle de l'intervention publique. C'est-à-dire que l'intervention financière, elle s'oppose vraiment à la subvention. On voit bien que la subvention, il y avait quelque chose qui se référait à une continuité dans le temps, à une confiance faite à celui qui avait une délégation de service public à travers la subvention. Le financement, c'est un coût. On donne de l'argent à un moment pour tel objectif, telle circonstance. Et c'est contracté dans le temps, c'est conditionné. Et cette notion de financement, elle consacre, selon moi, une sorte d'éloignement de la référence à ceux qui font la politique de service public et d'intérêt général. Les exemples que je vais prendre maintenant sont plus concrets, de certaine manière, au niveau de ce qu'ils nomment. Par exemple, se sont développés aujourd'hui des colloques, des formations, des références à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat culturel. Ce vocabulaire, aujourd'hui, il s'est normalisé, au sens où il est devenu normal, il s'impose comme tel. C'est-à-dire que quiconque, dans le champ culturel, prend une initiative qui nécessite la mise en œuvre de moyens financiers, institutionnels ou humains, est caractérisé d'entrepreneur, où il doit s'assimiler à un entrepreneur. C'est-à-dire lui-même intégrer les valeurs de l'entreprise, du marché, y compris dans la gestion des ressources humaines et évidemment dans ce qu'il convient d'appeler la rentabilité. Ça se traduit aussi dans la division du travail, l'évolution de l'entrepreneuriat culturel, la pénétration de l'entrepreneuriat culturel dans le monde culturel. Cette division du travail qui a toujours existé mais qui s'est accusée entre l'artiste, le gestionnaire, le manager, l'administrateur, le communicateur. Elle a toujours plus ou moins existé. Aujourd'hui, elle est réifiée principalement par les formations et le recrutement lié à ces formations. Ces formations ont commencé dans les fins des années 80, début des années 90, et elles sont toutes maintenant des formations au management culturel. Et ces formations, elles forment
des personnes qui ne viennent pas nécessairement du monde culturel ou artistique, qui n'ont pas de référent dans le monde culturel et artistique. Il n'est plus nécessaire d'avoir une complicité quelconque avec les enjeux artistiques ou culturels pour prétendre à devenir un responsable dans l'entreprise culturelle. On le voit ce que je dis n'est pas caricatural, c'est vraiment une logique générale de recrutement. Cela correspond évidemment à ce qu'on entend de plus en plus sur l'équivalence du public et du privé. Le mot public est équivalent au mot privé. Il y a même une culpabilisation des artistes du public à ne pas considérer que le privé, finalement, n'est pas un secteur aussi équivalent au leur. On pourrait entrer dans le détail, là je n'ai pas le temps de le faire. Autre élément important de langage, on parlait de fréquentation au sens de diversification des publics. Le mot fréquentation est devenu assimilé à celui de remplissage. C'est-à-dire c'est la fréquentation qui incluait de la quantité, mais aussi une qualité de public, autrement dit une diversité sociale ou culturelle des publics, s'est réduite à de la quantité avec des mesures d'indicateurs. Cela est très concret puisqu'on sait aujourd'hui que tous les établissements culturels doivent remplir, notamment pour l'État, mais aussi souvent pour les régions, pour l'Europe on n'en parle pas, et parfois pour des villes, des tableaux d'indicateurs qui sont de plus en plus complexes et qui tentent de mesurer ces éléments exclusivement. C'est-à-dire de ce fait, on évacue l'appréciation de la qualité relationnelle d'une œuvre avec un public pour ne plus la mesurer qu'à la présence de personnes physiques et donc à la coprésence de personnes. Ce n'est plus la relation, mais la coprésence qui est mesurée. On ne parle plus de démocratisation de l'art. On parle de démocratie culturelle. On en a parlé ce matin. On parlait aussi de la dignité des personnes, de la loi, le droit culturel, merci. C'est-à-dire que ce qui était dans la subvention à la culture, une attente de la part des subventionneurs de prendre leur temps, d'aller chercher des publics, en fonction de leur éloignement, comme on dit, ou de leur privation, enfin, ou de leurs obstacles, aujourd'hui est devenue une attente de remplissage instantané. Cette instantanéité de la vie artistique, du remplissage, s'oppose donc de fait à toute idée de construction d'une démarche culturelle et artistique, ce qu'on appelait l'action culturelle, qui pouvait être en partie illusoire. Le problème n'est pas là. En tout cas, il y avait une attente et une rémunération du temps pour construire des situations qui permettaient d'aller à la recherche progressive d'un public qui n'était pas familier, à la garantie de remplissage instantané. D'ailleurs, ça se traduit, et ça s'est traduit, par le fait que l'on construit des salles qui font au minimum 400 places, parfois 700, parfois 800, et une salle, plus elle est grande, moins il est possible, en termes de coût d'exploitation, de prendre le temps de la remplir. Et on ne peut pas se dire, tiens, j'aurai une salle de 100 places, de 80 places, comme ça existe parfois encore, ou ça a existé, ça n'existe presque plus, sauf dans des cas particuliers. C'est-à-dire que je peux prendre le temps d'avoir une proposition artistique qui, au début, il n'y a personne, et progressivement, nous allons chercher des complicités, chercher des familiarités, faire venir des personnes. Et ceci n'est aujourd'hui plus pensable. Ou alors, autrement, parce que c'est pensable quand même, puisqu'il y a une exigence que l'on appelle, il y a une sorte de neutralisation du mot démocratisation qui est devenue diversification. On ne cherche plus la démocratisation au sens social du terme, mais la diversité des publics. Et la diversité, elle peut être n'importe quoi, les grands, des petits, etc. Donc il n'y a plus cette vision-là. Et
en termes de, si on veut chercher de la diversité, ce n'est pas forcément dans le théâtre ou dans la salle de spectacle ou dans le musée, c'est ailleurs. On va aller ailleurs, dans des endroits extérieurs, fabriquer des ateliers, de l'éducation artistique. Le problème n'est pas que l'éducation artistique, culturelle, les ateliers ne sont pas importants, c'est qu'ils deviennent des initiatives déconnectées de la vie artistique dans les lieux où, en principe, ils ont lieu, et qui servent finalement d'écran entre l'un et l'autre du point de vue de cette prise en compte de la démocratisation sociale de l'art et de la culture. Il y a des mots comme ça, je dis tout de suite, il faut m'interrompre si je suis long. D'autres mots qui, comme ça, ont fait irruption dans le monde de la culture, ont tenté en tout cas. Par exemple, de parler d'innovation au lieu de création. On le voit aujourd'hui beaucoup. Quand les entreprises ou parfois des politiques parlent de la création artistique, ils parlent d'innovation. Le mot innovation est un mot qui ramène la spécificité de la création à la banalité de l'innovation dans le monde de l'entreprise industrielle, commerciale, etc. C'est une façon de ne pas prendre en compte ce qu'est la dimension symbolique, immatérielle de la création artistique. D'ailleurs, dans les tentatives de pensée économique, il y a les tentatives d'intégrer la logique de création artistique en termes de pensée d'une économie néolibérale. On a beaucoup parlé, un peu moins, mais on en parle toujours, en disant que la création, c'est comme une industrie de prototype. La notion d'industrie de prototype permet encore une fois de dédouaner la création de sa nature même d'incertitude, de temps, de démarche, au profit de son assimilation et de sa justification par rapport au monde industriel qui est capable de faire de la perte, parce qu'on va chercher du prototype, mais à condition que le prototype un jour devienne objet de série. Et c'est là qu'il y a le glissement qui est possible entre les mots. Un autre exemple, vous voyez, je passe assez vite, un autre exemple, mais qui celui-là est massif. Il a même été prononcé ce matin. Celui de modèle économique. Beaucoup de porteurs de projets qui vont dans les DRAC, au ministère, dans beaucoup de villes aujourd'hui, pas toutes, on l'a entendu heureusement, des régions, des collectivités, s'entendent dire « Est-ce que vous avez trouvé votre modèle économique ?» Ou alors s'entendent dire « Vous n'avez pas trouvé votre modèle économique ». Cette notion de modèle économique est une sorte d'euphémisme pour dire finalement, vous ne voulez dépendre que de subventions publiques. Vous n'avez pas trouvé de financement privé, vous n'avez pas de recettes propres, vous n'avez pas diversifié vos ressources en termes de mécénat, etc. C'est-à-dire que cette notion de modèle économique, elle est proprement, directement, une importation d'une logique de marché néolibéral dans le monde culturel et artistique en général, y compris littéraire. Ensuite, un autre exemple, on en a un peu parlé aussi, avec les politiques de territoire. On entend une injonction ou un conseil d'amis forts à la mutualisation et à la coordination des programmations, en disant qu'il n'est pas rationnel, dans un territoire donné, que plusieurs équipements proposent des spectacles différents. Il faut rationaliser cela et qu'il y ait une programmation qui au moins soit coordonnée, qu'on ait les mêmes spectacles, les mêmes expositions, etc., les mêmes concerts, pour réduire les coûts. C'est-à-dire qu'on a, au nom d'une rationalisation de gestion, qui est en fait une rationalisation économique, le risque que certains connaissent déjà dans des endroits, de normalisation de la création, en tout cas de la programmation, par cette uniformisation et cette coordination. Et cette importance donnée
à la programmation, c'est-à-dire de coordonner des programmations sur un même territoire, elle met l'accent sur un phénomène qui s'accentue aussi depuis un moment, mais qui a toujours plus ou moins existé, mais qui aujourd'hui devient une règle et qui peut avoir l'air paradoxal, c'est le contrôle de la création par la programmation. Dans la logique spontanée, on pense que la programmation n'est jamais que la conséquence de la création, de la production. Dans la réalité, ça n'a jamais été complètement vrai, puisque, et ça l'est de moins en moins, puisque ceux qui décident de la programmation, donc je prends le vocabulaire économique, de la circulation des biens culturels, prennent une responsabilité, évidemment, dans la production de ces biens. Puisque si ces biens n'ont pas de chance d'être programmés, ils ne vont pas être produits. C'est-à-dire que les producteurs, ici les créateurs, sont de plus en plus sommés, le font-ils pas vraiment, mais ils sont sommés d'anticiper dans leur création la possibilité de la programmation. Voilà pourquoi la programmation contrôle en particulier ça. Je vais aller assez vite, on me fait signe que je prends du temps, ce qui est vrai. Un autre point que je veux aussi aborder, c'est la notion de risque artistique, qui est important, qu'on connaît beaucoup dans nos milieux. La notion de risque artistique, elle était positive il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Elle est devenue négative. Prendre un risque artistique, c'était faire la preuve qu'en tant que professionnel ou responsable ou même amateur, on connaissait la vie artistique, qu'on était capable de faire des choix pour intéresser la population, la faire partager des choses qui aujourd'hui n'étaient pas encore connues, pas encore acceptées. Aujourd'hui, parler de risque artistique, c'est faire prendre un risque au sens négatif, économique et de fréquentation. Il faut donc que je termine, et je termine par celle-ci qui est aussi un pivot dans les politiques culturelles, c'est l'appel à projet. On en a parlé, c'est même souhaité par beaucoup de responsables et même de politiques, quel que soit leur bord. C'est de définir l'octroi de subventions, ou de financement maintenant, grâce à des appels à projets. C'est-à-dire que ce qui, dans la subvention, permettait une certaine indépendance de l'artiste ou des équipes artistiques dans la définition de leur démarche artistique, sociale, scolaire, etc., aujourd'hui, elle est définie en amont. C'est un appel à projet. Le projet est défini, ses conditions sont définies et surtout, le temps est défini. Ces appels à projet créent des contraintes de temps et de moyens qui fait, et tout le monde le connaît aujourd'hui, ce que je dis est une banalité dans le monde artistique et culturel, c'est qu'aujourd'hui, toute équipe artistique est contrainte, sauf exception, à courir après l'appel à projet. C'est-à-dire qu'on survit parce qu'on a obtenu un appel à projet, mais cet appel à projet étant court dans le temps, pendant qu'on est en train de le réaliser, il faut déjà penser et rechercher l'appel à projet suivant. Ce qui fait qu'on est dans une situation aujourd'hui qui n'est pas du tout caricaturale et qui existe plus ou moins déjà depuis de longues années, mais qui aujourd'hui atteint des sommets, qui fait que pour des équipes artistiques, voire même des artistes, l'objet de leur travail devient l'appel à projet, la course à l'appel à projet, et non pas la réalisation du projet, et encore moins la poursuite de leur démarche artistique. En conclusion, je dirais que, j'aurais des choses à dire, mais je m'arrête là, qu'on voit à travers ces choses-là que l'une des variables essentielles que l'économie cherche à maîtriser dans sa logique actuelle, c'est le temps. Qui maîtrise le temps maîtrise les conditions dans lesquelles sont produits les biens et sont diffusés, puisqu'il faut remplir dans le temps les salles dans le temps le plus court, réaliser des projets dans le temps le plus court et chercher le projet pendant qu'on n'a pas fini encore le précédent. Obligé de m'arrêter là, désolé. Oh, let it forever and let it never to be